Nous profitons que la semaine de la PME soit passée, du 18 au 25 octobre, pour vous présenter une concoction de notre choix pour mettre en avant l'importance des PME dans notre économie locale. Une réflexion qui considère également que les PME ont subi de lourds dommages suite à ces 2 dernières années, suite aux différentes mesures imposées par les gouvernements. C'est la semaine nationale, voire internationale des petites et moyennes entreprises. Alors j'ai décidé de faire un petit montage sur ce sujet avec différents intervenants, puisés dans des archives. Bien sûr, c'est pour démontrer l'importance dans un milieu, dans un pays, dans une économie, l'importance des petites et moyennes entreprises versus le monopole ou l'oligopole des grosses entreprises qui peuvent avoir un contrôle sur les prix du marché ou qui peuvent tout simplement avoir le monopole d'un produit sur le marché. Merci de la question, M. Rivet. Elle est importante. Pour moi, la chose la plus importante à faire, c'est de prendre l'espace fiscal que les conservateurs sont en train de consentir aux grandes pétrolières et aux banques et de le donner à ceux qui vont créer de l'emploi, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Vous savez comme moi que c'est là où les emplois se créent. Alors, si on donne, comme on a fait avec le gouvernement NPD du Manitoba, la capacité aux petites et moyennes entreprises de créer de l'emploi, ils vont le faire. Il faut réduire leur taux d'intérêt, leur taux de taxation. Et parce que pour qu'une économie durable puisse tenir, il est vraiment important que les monopoles puissent être contrôlés. Et bien sûr, quand on parle de monopole, ça peut aller simplement d'un simple paquet de chips ou d'une boisson sucrée que vous buvez, que vous mangez, à le monopole des réseaux sociaux, de même l'information qui contrôle l'information sur les médias par le biais justement de ces outils et des applications. Sur un marché, on dit que la concurrence est parfaite lorsqu'un grand nombre d'entreprises proposent un même produit à un prix identique et qu'aucune d'entre elles ne dispose individuellement d'un pouvoir suffisant pour modifier les prix du marché. À l'inverse, lorsqu'une ou plusieurs entreprises ont la capacité d'influencer seules les prix à la hausse ou à la baisse, on parle de concurrence imparfaite. Les types de concurrence imparfaite les plus connus sont le monopole et l'oligopole. On parle de monopole lorsqu'il n'y a qu'une seule entreprise qui vend sur le marché, comme la SNCF pour le transport de voyageurs jusqu'à présent. Et d'oligopole lorsqu'un petit nombre d'entreprises dominent le marché. C'est le cas de Boeing et d'Airbus pour la vente d'avions. Plusieurs raisons peuvent expliquer l'existence de ces situations de concurrence imparfaite. Des barrières à l'entrée peuvent par exemple empêcher l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché. Il peut s'agir de barrières réglementaires lorsque des règles limitent l'entrée sur le marché, comme c'est le cas pour les pharmacies, qui doivent obtenir une licence délivrée par l'Agence régionale de santé. Ou bien de barrières économiques, lorsque le coût d'entrée sur le marché est élevé. La création d'un nouvel opérateur de téléphonie impliquerait par exemple des investissements importants pour créer l'infrastructure réseau ou de louer celui des opérateurs existants. Par ailleurs, certaines entreprises réussissent à développer des stratégies de différenciation très efficaces qui leur permettent de se distinguer de leurs concurrents et de détenir temporairement le monopole sur un produit. C'est notamment ce qu'il s'est passé lorsqu'Apple a lancé l'iPhone, premier smartphone tactile. Pour éviter que les entreprises abusent de leur position dominante en fixant des prix à la hausse au détriment des consommateurs, l'État, via l'autorité de la concurrence en France et la Commission européenne dans l'UE, joue un rôle de régulateur. Là, je suis présentement au Mexique et là, c'est très intéressant d'observer comment fonctionne l'économie locale. Donc bien sûr, vous l'aurez compris qu'une des grandes clés de la réussite des petites et moyennes entreprises leur succès tient à nous en tant que consommateurs si on décide d'aller, je vais citer des noms même si ça ne plaira pas, mais d'acheter sur Amazon ou bien sûr d'aller acheter chez notre artisan du coin. Quand on peut, bien sûr. Donc ici au Mexique, c'est intéressant d'observer comment il y a
on appelle ça le pays du service, mais il y a des milliers de micro-entreprises et souvent sont sous un noyau familial. C'est-à-dire que vous allez avoir, le mari va travailler souvent avec sa femme et va être aidé par un des deux parents, les grands-parents. Les enfants sont pas mal autour et on voit ça un peu dans les métiers de la restauration, mais dans les petites entreprises, les petits magasins pour vendre des petits dépanneurs ou des crèmeries, enfin il y a toutes sortes une papeterie. Et donc vous allez avoir c'est un noyau familial. C'est pas la structure comme on connaît nous, il va y avoir un employeur avec des employés et l'argent est distribué, est un peu éclaté dans un secteur, alors que là il est au niveau, un noyau très très familial. C'est une façon dont l'économie, dans le fond, on revient plus à une économie, comment elle a été bâtie dans le temps et comment on peut observer qu'elle peut perdurer dans le temps. Et c'est cette petite économie, dans le fond, qui est intéressante à observer et puis qui serait peut-être une clé de ce succès pour des économies qui tendent à des fois déshumaniser et à trop structurer et donc de retourner en petite communauté pour travailler. Mais là, on est à une autre sphère de la réflexion. Coca vs Pepsi. Alors ça va vous étonner, mais aujourd'hui Pepsi est bien plus puissant que Coca-Cola. Quand Pepsi fait 70 milliards de gains, Coca n'en fait que 4. En effet, les deux entreprises possèdent énormément de marques. KFC, Pizza Hut, Tropicana, Lipton, les chips Lay's, c'est Pepsi. Le Fanta, le Nestea, le Minute Maid, c'est Coca. Une liste longue comme l'histoire de cette rivalité qui dure depuis plus de 100 ans. Les deux boissons naissent presque en même temps à la fin de l'époque des cow-boys. Ça part de deux pharmaciens qui inventent un médicament. Parce que oui, à la base, les sodas, c'est des médicaments. Reste que pendant les 50 premières années, Coca-Cola est le grand gagnant. Pepsi est très loin derrière et fait faillite plusieurs fois. Ils ont même failli être rachetés par Coca, mais Coca se dit que non, c'est des losers, laissons-les mourir. Une erreur pour Coca, et des erreurs, ils vont en faire pas mal. En quasi-monopole, ils décident d'augmenter les prix. Pepsi réplique en les baissant. Pour un Coca, tu as 2 Pepsi. Pepsi devient alors la marque du petit peuple et des communautés afro-américaines. Mais ça n'arrête pas Coca qui commence à s'étendre partout dans le monde, même dans l'Allemagne des heures les plus sombres. Pepsi, eux, resteront très américains. Et ça va leur permettre de s'approcher des politiques et négocier avec eux un deal historique. Devenir l'un des ambassadeurs de la culture américaine en URSS et obtenir l'exclusivité sur les ventes. Là, c'est le vice-président américain qui fait boire du Pepsi aux dirigeants communistes russes. Et tenez-vous bien, Pepsi a été l'espace d'un instant l'une des armées les plus puissantes du monde, puisque les Russes payaient Pepsi en vodka et aussi en bateau de guerre. En 1985, Pepsi va jouer son plus beau coup. Ils vont lancer une campagne marketing où ils invitaient tous les Américains à tester à l'aveugle s'ils préféraient Pepsi ou Coca. Résultat, la grande majorité préférait Pepsi. Et Coca-Cola va paniquer et faire une grosse erreur. Le truc, c'est que Pepsi a un peu triché. Le Coca était un peu plus chaud, moins sucré, dans des verres moins attrayants. Reste que pour répondre à cette humiliation, Coca-Cola va décider de changer totalement la formule de son Coca. On jette l'ancien et on lance le New Coke. This stuff is great. Catastrophe. L'Amérique est furieuse. Pepsi dépasse toutes les ventes de Coca-Cola pendant des mois, si bien que Coca-Cola est obligé de faire marche arrière. Pepsi enchaînera avec une communication tournée vers la jeunesse, le sport, Michael Jackson, David Bowie, Spice Girl, c'est la Pepsi génération. Des publicités mettant en scène Snoop Dogg ou Jackie Chan qui se moquent littéralement de Coca-Cola, des attaques directes. À côté, Coca reste à l'ancienne et véhicule plutôt une image familiale, communiquant sur la nostalgie de l'enfance, les ours, les Pères Noël, les amis, ensemble. Aujourd'hui, Coca et Pepsi maîtrisent tout ce que vous buvez. Votre thé, votre café, votre eau, votre jus d'orange. Ici, c'est leur concurrence féroce qui les a amenés à être aussi puissants. Alors bien sûr, je vous encourage à économiser local le plus possible, même si ça coûte un petit peu plus cher quand vous dépensez votre argent. Cet argent est réinvesti quelque part dans quelqu'un qui est proche de vous, qui lui-même va réinvestir cet argent logiquement, si tout le monde est dans la même gamique, dans votre localité, ce qui finit par enrichir votre milieu. Parce qu'envoyer son argent, bien sûr, à Amazon ou à d'autres grosses compagnies qui ont un certain monopole, ou cherchent en tout cas à l'avoir, amène votre argent à l'extérieur du pays et l'argent ne revient pas forcément dans votre secteur et ça appauvrit les milieux.
Alors bien sûr, on souhaite longue vie à toutes les petites et moyennes entreprises et bien sûr celles qui sont passées par des moments difficiles avec la crise. Il y en a beaucoup qui ont dû fermer malheureusement. Alors, il y a un sondage qui a été réalisé par l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est l'Institut de recherche sur les PME qui nous en disent beaucoup sur l'impact économique de la crise sanitaire sur les activités des petites et moyennes entreprises. Alors, voici les résultats de ce sondage mené pour le compte de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On parle 50 des PME disent vivre une baisse de leurs activités. 45 baisse de revenus de plus de 50 baisse des activités de plus de 50 comme c'est énorme. 33 des PME ont mis à pied plus de 75 de leurs employés. Et puis 20 donc une entreprise sur 5, a dû licencier tout son personnel. Alors, on parle de l'impact que ça a. Ces chiffres nous montrent que c'est majeur. Pour peaufiner le sujet plus dans la direction des réseaux sociaux, des technologies, je vous encourage à aller écouter Idriss Aberkan encore cette semaine concernant la réorganisation des petits pour contrer les gros. Donc vous ne pouvez certainement pas enseigner à des enfants de terminale comment perturber le système, comment se battre contre lui, comment l'interroger en permanence avec ironie socratique, avec insolence oblique ou frontale. Vous ne pouvez pas. Mais un des éléments par lequel vous pouvez vous libérer et libérer les gens que vous aimez, c'est de leur apprendre à détecter ces humains qui n'arrivent à voir les relations qu'en dominant-dominé, et ensuite faire en sorte que vous sortiez aussi de cette relation dominant-dominé, même si vous êtes salarié, même si vous êtes dans une hiérarchie, vous devez être capable de vous émanciper intellectuellement, en riant notamment,